Bonjour à toutes et à tous. Je vais d'abord m'adresser aux organisateurs et les remercier de leurs initiatives multiples dans le cadre de ce salon, à la fois le salon lui-même, mais aussi d'organiser ce genre de conférences et j'espère un petit peu de débat aussi qu'on aura l'occasion de discuter entre nous. Ça, c'était une partie positive, une partie un petit peu plus négative peut-être. En étant ici debout, j'ai l'impression de faire peur à tout le monde, puisque tout le monde est dans le fond, alors que les mêmes sièges sont devant et que voilà, ils sont disponibles. Donc, si vous voulez vous rapprocher, je ne mords pas. Je n'ai pas l'intention de manger avant de parler. Donc, voilà, n'hésitez pas à venir plus près. Ce sera tout aussi sympa. Ceci étant dit, comme vous le voyez, je vais aborder avec vous l'impact des technologies médicales sur les soins de santé, en particulier dans notre pays. Donc, les technologies médicales, c'est un monde énorme. C'est suivi par la fédération que je dirige, qui est UNAMEC. Et donc, je vais éviter de rentrer dans des détails trop techniques. C'est un monde complexe. Rentrer dans les détails techniques va vous ennuyer, va vous endormir. Donc, je ne suis pas ici pour vous endormir. Au contraire, j'espère vous maintenir en éveil tout au long de cet exposé. Alors, peut-être quelques petites précisions chiffrées tout de même, pour savoir dans quel monde évoluons-nous ici en Belgique au niveau des budgets. Mais voilà, le budget de l'INAMI pour 2014, c'est en millions d'euros ce qui est indiqué là. Donc c'est 27 milliards, on va arrondir, ça ne vient pas à 10 millions de plus ou de moins. On est à 27 milliards 87 millions d'euros pour le budget de l'INAMI en Belgique. C'est un budget qui est en augmentation chaque année, c'est prévu dans la loi, de 3%, plus un index qui est aux environs de 1, 1,5%. Donc ça augmente de 4% et demi par an, ce qui est pas mal. Il y a le budget alors des hôpitaux, c'est 20 milliards d'euros. 20 milliards d'euros, il y a une partie de ces 20 milliards qui se trouve dans le budget de l'INAMI. Ceci, c'est le budget de fonctionnement des hôpitaux. Alors, il faut le diviser en trois parties, en fait. Il est composé en partie, pour 8 milliards, des honoraires que les médecins ristournent aux hôpitaux pour ceux qui travaillent en dehors des hôpitaux universitaires, parce que là, c'est un petit peu différent. Puis, il y a un budget en partie de l'INAMI, en partie de la santé publique, qui est également de 8 milliards d'euros. Et puis, il reste 4 milliards qui sont des revenus divers des différents hôpitaux. Donc, voilà, si vous additionnez les deux, on est donc aux environs de 30 milliards d'euros par an, ce qui n'est pas mal. Et il y a à côté de ça un organisme extrêmement important, c'est la FMPS, l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, c'est la santé publique. Donc c'est là que se trouve toute la réglementation pour l'ensemble des acteurs du secteur des soins de santé, entre autres pour nous, et qui régule tous les arrêtés royaux qui découlent des 3 directives européennes dont nous dépendons et qui gèrent l'ensemble des soins de santé en Europe. Alors, vous savez aussi qu'il y a eu une 6e réforme de l'État qui est en cours, qui est occupée à être mise en application. Alors, en ce qui concerne les dispositifs médicaux, les technologies médicales, ça a un impact direct sur nous. Donc, tout ce qui concerne les patients à mobilité réduite, donc tous les patients qui bénéficient de chaises roulantes, par exemple, de cadres de marche, etc., mais tous ces produits-là ont quitté l'INAMI et sont répartis maintenant entre les 3 régions. Ces dispositions sont occupées à se mettre en place. Donc chaque région développe un service spécifique pour avaler tout ça. Il y avait déjà des remboursements qui existaient pour toutes les adaptations du domicile de ces patients. Donc tout ça va faire partie d'un même budget par région. Donc ça ne va pas être nécessairement plus simple, entre autres pour les entreprises, puisque jusqu'à présent, une entreprise rentrait un seul dossier au niveau de l'INAMI. Dès que ces institutions fonctionneront, chaque société va devoir en rentrer 3 pour un seul produit. Donc voilà, administrativement, ce ne sera pas plus simple. J'espère que pour les patients, l'accès sera tout aussi facile qu'il ne l'était précédemment. Et alors une autre caractéristique qui est très propre à notre pays, c'est que nous avons en fait affaire à 6 ministres différents qui ont en partie plus ou moins importantes les soins de santé dans leurs compétences. Alors dans les réunions européennes, ça fait toujours un petit peu sourire certains, parce que voilà, on est tous ensemble, on représente différents pays, et puis on pose la question, comment fonctionne chez toi, chez toi, chez toi. Voilà, nous, on a un ministre, 2 ministres,
2 ministres et demi, un demi-ministre, et puis la Belgique, combien? 6. Puis il y a certains pays qui disent, ah ben c'est beaucoup mieux que chez nous, parce que chez nous, même au total, on n'en a pas 6. Mais bon, voilà, ça fait partie de notre environnement politique dans lequel nous évoluons tous. Alors, plus précisément, le secteur des technologies médicales représente annuellement environ un chiffre d'affaires de 3,4 milliards. Donc, ce chiffre-ci est un chiffre hors exportation. Il y a des entreprises, et j'en ai déjà vu une ici, qui exposent, qui fabriquent des dispositifs médicaux et qui exportent à l'étranger dans différents pays, certains dans le monde entier. Il y a une société qui exporte actuellement dans 103 pays différents. C'est tout de même une belle performance. La croissance du marché est d'environ 4% chaque année. La croissance 2013 a été légèrement moins élevée. Je n'ai pas encore de chiffres définitifs, mais ça tournera aux environs de 2%, 2% et demi. Voilà, c'est lié à quoi? C'est lié au fait qu'il y a au niveau des remboursements des restrictions qui ont été installées. Il y a le ralentissement économique général que l'on a tous connu et que l'on a tous vécu. Cette croissance que vous voyez sur l'écran est aussi la croissance moyenne européenne actuelle. Ce chiffre d'affaires se répartit en 70-30. 70% intramuros, c'est quoi pour nous? Ce sont les hôpitaux. Donc je ne parle pas ici des hôpitaux psychiatriques. Ce sont les hôpitaux généraux, les hôpitaux universitaires. L'extramuros, c'est tout ce qui est en dehors de ces institutions-là. Et on assiste actuellement à un glissement progressif mais permanent. Le 70 diminue, le 30 augmente. On va revoir cela plus tard sur d'autres slides. Il y a de plus en plus de patients qui sont effectivement pris en charge à domicile et chez qui on installe de plus en plus du matériel. On va revoir ça ensemble tout à l'heure. Je vous l'ai dit, c'est un secteur gigantesque. L'évaluation de 1,5 million de références, donc 1,5 million de numéros d'articles différents, c'est une évaluation très très large, qui est une extrapolation d'une évaluation. Donc voilà, ne prenez pas ça pour argent comptant. Mais bon, c'est un chiffre surtout qui chaque année augmente. Par comparaison avec le médicament classique, on se situe là aux environs de 42-45 000 références. Ici, on parle d'1,5 million. Et donc, ça ne simplifie évidemment pas la gestion de ce secteur, à la fois pour nous-mêmes en tant qu'industrie, mais aussi pour toutes les autorités compétentes, le monde politique, etc. Mettre en place les structures pour que tout ça se fasse correctement, de manière régulière, et que tout cela permette aux patients d'avoir accès le plus rapidement possible aux technologies, ça n'est pas évident tous les jours. En emploi direct, c'est un secteur qui propose environ 18 000 emplois. C'est un chiffre qui reste stable d'année en année, au cours des 5 dernières années en tout cas. Et ça, c'est un élément vraiment important. La durée moyenne de vie d'un produit, donc c'est la durée à partir du moment où le produit arrive sur le marché jusqu'au jour où il est retiré du marché. Okay, c'est 4 ans. Ceci est calculé sur base de l'ensemble des dispositifs médicaux. Donc ça part de l'aiguille, de la seringue, de la lentille oculaire, jusqu'au scanner, MRI, etc. Tous ces gros appareils, 4 ans. Ça veut dire que dans le secteur des implants, la durée de vie moyenne est de 18 mois. Ça veut dire que certains produits ont une vie de 12 mois. Ça veut dire en pratique que le produit qu'on met sur le marché aujourd'hui, la génération suivante est déjà en fabrication et est déjà prête à être mise sur le marché. Donc c'est une vitesse incroyable, incroyablement rapide, qui complique énormément l'interaction avec les autorités, et en particulier avec l'INAMI, puisqu'il n'est pas rare d'avoir comme durée de procédure administrative des délais de 2 ans, 3 ans, voire plus, avant que le remboursement, lorsqu'il s'agit vraiment d'une nouvelle technologie, lorsqu'il s'agit d'une technologie qui n'a pas de numéro de nomenclature, lorsque cette technologie ne correspond pas encore à un acte médical, tout ça doit être administrativement créé, donc ça prend 3, 4 ans, alors que le produit, lui, ne va exister que pendant 12 mois, 18 mois. Donc, ça crée parfois des discussions un petit peu difficiles. Je n'ai pas dit qu'elles étaient nécessairement tendues. Alors, les technologies médicales, c'est quoi? Vous avez un premier segment qui sont les implants.
Rentrer dans la définition technique des implants, c'est parler d'une brochure ou de documents d'une quarantaine de pages. La définition générale d'un implant, c'est un produit qui rentre dans l'organisme, dans le corps humain, et qui reste dedans minimum 30 jours. À partir de ce moment-là, c'est considéré comme étant un implant. Okay, donc un fil de suture est un implant, dans certains cas. Dans d'autres cas, il ne le sera pas parce qu'après 3, 4 jours, 5 jours, il disparaît ou on l'enlève. Donc tout ça était, encore une fois, relativement difficile à gérer. Une deuxième grande catégorie de produits, c'est ce que nous appelons le Medical Equipment and Systems. Donc ce sont tous les appareils électriques et électroniques qui sont utilisés en consultation, qui sont aussi utilisés massivement dans le bloc opératoire et de plus en plus. Et ce sont aussi tous les appareils que l'on retrouve en dehors de l'hôpital et qu'on installe aujourd'hui effectivement au domicile des patients. Le troisième groupe de produits, c'est le diagnostic in vitro. Donc c'est toute la biologie clinique, ce sont tous les tests, ce sont tous les laboratoires des hôpitaux, tous les laboratoires indépendants en dehors des hôpitaux, c'est toute la génétique. Tout ça, c'est un segment bien spécifique et qui, à nos yeux en tout cas, est le segment qui va avoir le plus d'impact sur les soins de santé dans les années à venir. C'est toute la médecine préventive qui se trouve là. C'est celle qui, pour le moment, bénéficie du plus petit budget, si on subdivise les différents budgets présents au sein de l'INAMI. Au niveau de l'industrie, par exemple, c'est un budget de 350 millions d'euros. Là où il faudrait y consacrer le triple, le quadruple, voire le quintuple pour couvrir l'ensemble des produits. Mais bon, voilà. C'est comme ça aujourd'hui, ça évolue, ça a tendance à évoluer. Mais retenez ce concept et ce groupe de produits diagnostic in vitro, le IVD, c'est l'avenir. Et puis il reste la quatrième grande catégorie, les produits que nous avons tous chez nous à la maison. Vous comme moi comme vous. On ne sait pas toujours où ils sont. C'est parfois dans un tiroir dans la salle de bain, c'est parfois dans un tiroir dans la cuisine, c'est parfois par mégarde emmené et ça se retrouve dans la cave. Ce sont tous les pansements, les bandages, etc. Mais ce sont aussi les thermomètres, les tensiomètres, les glucomètres, tous ces appareils que l'on utilise et que l'on achète un peu partout et n'importe où. Donc, si je peux vous donner ici un conseil, méfiez-vous tout de même de certaines ventes promotionnelles dans certaines grandes surfaces, qui sont des produits qui n'ont pas de marquage CE, qui ne sont pas contrôlés par l'autorité compétente, par la santé publique, dont les mesures à répétition sont-elles encore fiables, oui ou non, il n'y a aucune garantie, il n'y a pas de garantie sur l'appareil, mais ils sont très bon marché, donc voilà, très attractifs. Ce n'est pas toujours un signe de qualité, croyez-moi. Alors, l'impact des technologies médicales, voyons ça un petit peu plus en détail maintenant. Tout le monde parle du vieillissement de la population et c'est une réalité, c'est une inquiétude aussi pour les années à venir. Nous faisons partie de ceux qui impactent très fort et de plus en plus ce vieillissement de la population. On analyse de mieux en mieux toute une série de paramètres. On met à disposition de plus en plus de produits qui permettent de se soigner en permanence, d'être suivi beaucoup plus près. Et donc, voilà, on permet à l'être humain de vivre plus longtemps. La durée de vie moyenne aujourd'hui, hommes, femmes confondus, est un peu plus de 80 ans et chaque année augmente. Donc voilà, la question est de savoir jusqu'où allons-nous aller. Et un débat qui commence à apparaître de plus en plus, et aussi au sein de l'industrie. Ok, vieillir, ok, je pense ici, toutes celles qui sont ici souhaitent ça aussi, moi en tout cas. Mais il y a peut-être une condition de base qui doit être ajoutée à ce souhait, à cet espoir. Oui, vivre plus longtemps, mais la qualité de vie devient un paramètre essentiel. Et donc, mettre à disposition des technologies pour vivre plus longtemps, ok, mais il faut aussi que quelque part, le raisonnable reste présent et que l'on offre à la fois une prolongation de vie, mais en même temps une bonne qualité de vie. Les maladies chroniques, c'est lié au vieillissement. Au plus on vieillit, au plus on est porteur de maladies chroniques, au plus on a besoin de technologies, de traitements, de suivi, etc. Donc voilà, les maladies chroniques, notamment au niveau des soucis et des priorités de la ministre que nous avons encore actuellement, c'était les maladies chroniques. Donc il y a une série de choses qui ont été mises en place au sein de l'INAMI notamment,
de manière à suivre tout cela de beaucoup plus près, à avoir une meilleure connaissance de toutes ces maladies et d'offrir ou de donner accès au traitement de ces malades. La médecine personnalisée, ça c'est aussi quelque chose dont on parle de plus en plus. Alors la médecine personnalisée, c'est quoi? C'est proposer un traitement à la carte, de plus en plus à la carte aux patients. Et ça, c'est vraiment le domaine dans lequel nous nous trouvons, le domaine dans lequel nous évoluons de plus en plus. L'évolution de la technologie permet de plus en plus de voir le fonctionnement du corps en action, in vivo. Et donc, on va voir, on découvre plus en détail les dysfonctionnements. Par rapport aux dysfonctionnements, on propose une solution. La solution est appliquée, qui permet à son tour d'aller encore plus loin, voir encore un peu mieux et découvrir encore mieux comment tout ça est perturbé. Donc, on redéveloppe une nouvelle technologie, etc., etc. Mais au plus on évolue dans cette technologie, au plus on devient pointu et au plus on s'adresse à un nombre réduit de patients. À un point tel qu'en orthopédie, il y a aujourd'hui en Belgique 2 entreprises qui ne font que fabriquer des implants orthopédiques à la carte, un implant pour un seul patient. Les pièces pouvant être de différentes tailles en fonction de la partie du corps qui est concernée. Vous avez peut-être vu à la télévision, il y a environ un an, il y a eu une intervention chirurgicale qui a été réalisée à Gand en chirurgie esthétique reconstructive, où on a vu le visage d'une patiente qui avait été accidentée, qui était complètement défigurée et qui a été reconstruite avec toute une série de petits morceaux, de petits implants qui ont permis à cette personne de reprendre un visage tout à fait normal et de revivre normalement, donc de pouvoir se nourrir et de refaire fonctionner sa mâchoire inférieure et supérieure tout à fait normalement. Donc voilà, la médecine personnalisée dans notre domaine, dans notre secteur, est une réalité au quotidien. Ça n'est pas simple à gérer, encore une fois. Si je suis accidenté aujourd'hui, on me fait des implants sur mesure demain et on me les implante après-demain. Pour avoir un remboursement de ce type d'implant, il faudra attendre 1 an et demi, 1 an et demi, 2 ans avant d'avoir le remboursement. Donc voilà, comment résoudre cet espace-temps entre cette réalité thérapeutique et cette réalité administrative pour laquelle il va falloir aussi trouver des solutions. Il y a des propositions sur la table, mais bon voilà, on attend le nouveau ministre ou la nouvelle ministre pour discuter de tout cela. Il y a aussi clairement un glissement de la médecine curative vers la médecine préventive. En Belgique, on est dans la médecine curative. Donc les patients attendent d'avoir mal, d'avoir un handicap, d'avoir un problème, d'avoir des symptômes à répétition, se mettent à consulter. On ne répare pas, entre guillemets, nécessairement tout de suite. Il y a aussi celui ou celle qui se dit « j'ai mal aujourd'hui, je n'avais pas mal hier, j'avais mal avant-hier, je n'avais pas mal il y a une semaine, donc je vais encore un tout petit peu attendre. » Et puis pendant une semaine, on n'a plus mal, mais pendant ce temps-là, tout se développe et tout s'aggrave quelque part jusqu'au moment où ça devient vraiment visible et on entame effectivement le traitement. La médecine curative est aussi la médecine la plus chère, c'est très clair, et la plus complexe. Il y a ce glissement progressif vers la médecine préventive. C'est impacté entre autres par le segment dont je vous ai parlé, le segment du diagnostic in vitro, qui permet justement d'avoir cette approche préventive de plus en plus précocement. Il y a la chirurgie non invasive, vous ne devez pas avoir peur de vous asseoir devant, je l'ai dit au début, je ne mords pas. Vous avez aussi, voilà, merci monsieur, merci. On parle aussi de la chirurgie non invasive, c'est celle qui en orthopédie par exemple se développe de plus en plus. J'en reparlerai tout à l'heure en vous parlant des nouvelles dernières technologies. Il n'y a pas tellement longtemps en orthopédie pour une intervention du genou, un ligament croisé déchiré, la cicatrice faisait 20-30 cm de long. On utilisait 5-6 rouleaux de plâtre et on immobilisait. Aujourd'hui, avec 3 trous dans le genou, on a accès au ligament croisé, on répare le ligament croisé, on met 2 points, 3 points de suture, 2-3 fils, hop, et c'est terminé. C'est la chirurgie non invasive. Cette chirurgie va encore évoluer d'une manière terrible dans les prochaines années. On rentre tout doucement de plus en plus aussi au niveau de la neurochirurgie, on rentre de plus en plus aussi au niveau du cerveau, tous les électrostimulateurs qu'on met dans le cerveau. Mais tout ça se fait par des orifices de plus en plus réduits, permettent aux patients de
d'être sur pied beaucoup plus tôt, beaucoup plus rapidement et avoir aussi cette qualité de vie dont je vous ai parlé il y a déjà quelques minutes. Alors ça, c'est peut-être un concept dont vous n'avez pas beaucoup entendu parler, le companion diagnostic. Ça risque d'être une révolution carrément, à la fois au niveau thérapeutique, mais aussi au niveau de l'industrie, pharma et dispositifs médicaux. Le companion diagnostic, ce sont tous les marqueurs qui sont de plus en plus utilisés et donc qui permettent notamment d'identifier dans quelle mesure un patient va effectivement assimiler le médicament qui lui est prescrit ou pas. Voilà, il y a toute une série de facteurs qui influencent cela. Tout cela maintenant peut être déterminé, pas encore pour tous les médicaments, mais pour de plus en plus nombreux médicaments. Et donc aujourd'hui, certains parlent de prévoir un remboursement du companion diagnostic d'abord, et en fonction du résultat du test, permettre la prescription ou non du médicament qui sera effectivement remboursé en sachant que le patient assimile effectivement le produit. Alors le grand débat, ce sont les faux positifs et les faux négatifs. Donc il n'y a pas encore 100% de certitude que ces tests donnent une réponse correcte. Donc raison pour laquelle ce type de technologie n'est pas encore généralisé. Mais il y a là aussi des avancements qui sont énormes et qui vont avoir cet impact à la fois au niveau des médecins de voir cette thérapie qu'ils proposent aux patients sous un autre angle et l'interaction qu'il va y avoir, ou l'interaction et les collisions qu'il va y avoir entre ces deux grands groupes d'industrie, le pharma et le dispositif médical. Le self-monitoring, j'ai encore participé ce matin avant de venir ici à une réunion avec une entreprise qui est active dans le monde du diabète. Donc le diabète, on l'a déterminé via différentes analyses jusqu'à présent. Puis maintenant, il y a les petites injections, les petits jets qui permettent directement de mesurer le taux de sucre, etc. Mais la nouvelle technologie, ce ne sera plus du tout ça. C'est un petit chip qui sera sur la peau, et dans quelques mois, il sera en dessous de la peau, donc mieux protégé, et qui enregistre en permanence tous les paramètres liés à la présence de sucre dans le sang. Et donc avec son iPhone, on passe sur le chip en question, qui enregistre toutes les données, et il suffit de les envoyer via Internet à son médecin traitant, qui en ligne va recueillir tous ces paramètres. C'est le self-testing, c'est le self-monitoring, parce que lié à ce type d'appareil, il y aura aussi celui qui va permettre d'injecter en fonction de la mesure qui est prise, d'injecter automatiquement et de corriger les paramètres tout au long de la journée, de la nuit. Voilà. C'est le self-testing, le self-monitoring. Ça, ce sont des technologies qui sont appelées à connaître des développements énormes. C'est lié au suivi à distance des patients. Ça pose toute une série de problèmes, c'est clair. C'est la fiabilité de la mesure. C'est la reproductibilité de la mesure. Reste-t-elle fiable au cours des jours, des heures, des jours, des semaines, etc. Et c'est arrivé aux États-Unis il y a quelques mois, la FDA, qui est la santé publique américaine, a envoyé un avis général dans le monde entier vers les sociétés, notamment qui fabriquent les glucomètres et le self-monitoring, self-testing à distance. Des hackers étaient rentrés dans un de ces systèmes d'une des entreprises et, en rentrant dans le système, ont faussé la lecture des mesures. En faussant la lecture des mesures, évidemment, on fausse aussi le traitement qui y est associé. Et donc, on rentre là vraiment dans des situations qui sont plus que révoltantes, mais qu'il est difficile d'éviter, si ce n'est que lorsqu'on se rend compte que ça s'est passé, de mettre en place les systèmes et prendre les mesures pour que tout ça soit bloqué. Et on rentre là de nouveau dans des technologies extrêmement complexes. Les dispositions sont prises et sont contrôlées. Et donc voilà, c'est un des défis. J'ai ici en Belgique des discussions avec Belgacom, pour ne pas les citer. Bon, Belgacom est présent partout chez nous, via différents câbles. Donc est aussi attentif à tout ce qui se passe
au niveau des développements des soins de santé, et donc a dans ses projets de mettre à disposition des boîtes spéciales uniquement destinées au câblage de tout ce qui concernerait les données liées à la santé des individus. Ils ne font pas le pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tout ça nécessite toute une série de connexions qu'eux doivent installer. Et la grande question, évidemment, est, le jour où une des connexions ne fonctionne pas bien, qui est responsable du dysfonctionnement? Et si la conséquence, évidemment, de ce dysfonctionnement technique est dramatique pour le patient, qui va prendre la responsabilité de cette conséquence à ce niveau-là? Donc on est là, on rentre là dans des débats extrêmement complexes, on rentre aussi dans des débats à caractère éthique. Et donc, voilà, ça demandera encore beaucoup de discussions, beaucoup de réflexions, et ça nécessitera aussi à chacun d'entre nous de prendre les bonnes responsabilités au bon moment pour faire face à tout cela. Je pense aussi que les médecins seront appelés à remplir un tout nouveau rôle par rapport à l'évolution de cette technologie. Les médecins actuellement, les pharmaciens, les médicaux, paramédicaux en général, ne sont pas formés à l'utilisation de toute cette technologie. C'est l'industrie qui forme les médecins, les chirurgiens, au fur et à mesure du développement des nouvelles technologies. Alors là aussi, on peut en débattre très longtemps, et j'ai aucun souci pour en discuter tout à l'heure. Mais bon, il faut bien que quelque part, quelqu'un prenne cette responsabilité. Nous avons déjà proposé à une université de prévoir une formation complémentaire pour les médecins dans leur formation de chirurgien et de venir leur parler, leur expliquer ces nouvelles technologies. C'était un refus radical et complet. Les professeurs des universités sont les seuls qui peuvent enseigner. Et tous les autres doivent rester en dehors du temple, en dehors de la tour d'ivoire. Et donc voilà, ça aboutit très rapidement à un échec complet. N'empêche que la réalité, elle est là. Ces technologies, je vous l'ai dit, durée de vie des implants, 12-18 mois. Quand on est en cardiologie et qu'il faut mettre ou non des électrodes reliées au cœur et qu'il faut mettre en place des systèmes de contrôle du bon fonctionnement d'un défibrillateur implanté, et si on n'apprend pas ça correctement, forcément, on ne va pas le contrôler correctement, on ne va peut-être pas l'implanter correctement non plus. Donc voilà, c'est lié. Donc ce rôle des médecins va effectivement évoluer par rapport à tout ça. Et notamment, je vais aborder ici un point de cet impact que ça va avoir. Aujourd'hui, si nous voulons, nous ici, un rendez-vous avec un médecin, c'est nous qui devons téléphoner. C'est tout à fait logique. Oui, c'est logique à partir du moment où on fonctionne comme ça depuis des années et qu'on se dit, puisqu'on l'a fait depuis des années, on va encore le faire pendant des années. Eh bien non, ça va changer. Ça va changer grâce à tous ces systèmes, toutes ces technologies qui vont se développer. Je vous ai parlé d'un chip pour les diabétiques. Mais dans quelques mois, dans quelques années, parce que ces technologies existent, on n'est pas ici dans le rêve, ces technologies existent, sont dans les dépôts, dans les magasins des entreprises. Des chips de ce type-là, il va y en avoir de plus en plus, on va mesurer de plus en plus de paramètres et on va mettre ça de plus en plus à disposition en ligne. Et très franchement, personnellement, je suis déjà allé chez un cardiologue, j'ai fait un test d'effort. Le dernier que j'ai fait quand je suis arrivé, j'étais fatigué de la veille. J'étais arrivé quelques minutes en retard, donc je m'étais dépêché. Je suis arrivé, c'était tout de suite à mon tour d'enlever mon pantalon, ma chemise, mon veston et de monter sur un vélo et de faire un test d'effort dans de mauvaises conditions. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il a eu beau me dire de respirer, de faire ça à mon aise. Non. J'ai passé mon test, tout était normal. Je suis de formation, je suis paramédical kiné, donc j'ai travaillé dans des services de cardiologie et j'ai notamment assisté à un infarct fait par un patient lors de sa dernière séance de rééducation sur un vélo, alors qu'il était relié en ligne à toute une série de tableaux et d'écrans. Je vous parle d'il y a plus de 20 ans. Je préfère personnellement aujourd'hui, si j'étais implanté, si j'avais ici sur moi un pacemaker, d'être en lien permanent avec mon médecin et mon cardiologue. Et que lui, à tout moment de la journée, de la nuit, de la semaine, du mois, puisse sur son écran voir dans quelle mesure mon cœur fonctionne normalement ou pas. Et que lui prenne la responsabilité de m'appeler. Donc, d'inverser les rôles. Et il est clair que l'impact des technologies va être tel que ce rôle va être inversé de plus en plus, à la fois pour les médecins spécialistes, mais aussi pour les médecins généralistes, voire pour les infirmières qui auront aussi accès à certaines données qui aujourd'hui se figurent dans un dossier quelque part
qu'il faut d'abord aller consulter avant d'être informé. Et entre-temps, il peut se passer tout de même beaucoup de choses au niveau de ce patient. Oui, nous avons un impact sur les dépenses, c'est vrai. Oui, nous avons un impact possible sur les économies. Nous avons aussi un impact sur les dépenses qui augmentent. Mais ce qu'il conviendrait de faire, et on ne va certainement pas rentrer dans les détails techniques ici aujourd'hui, le calcul des budgets de l'INAMI est un calcul vertical. Donc il y a une pathologie, il y a une discipline, il y a un groupe de produits, on a un budget, on voit les dépenses et par rapport à la différence, on prend des mesures. Mais il est vrai aussi, et je pense que vous l'aurez déduit de tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, que le développement d'une technologie a un impact sur d'autres dépenses. Et donc, il faut arrêter de faire ce calcul vertical, il faudra faire un calcul transversal, et c'est le chiffre tout au bout, qui sera soit une dépense supplémentaire, soit une économie, plus la valeur ajoutée du produit, plus la valeur scientifique du produit, qui doit déterminer si oui ou non on accorde le remboursement. Donc, on doit sortir le plus vite possible de ce modèle théorique qui n'a pas d'avenir et qui risque de ne pas permettre à certains patients dans notre pays d'avoir accès à des technologies qui sont, elles, accessibles dans d'autres pays. Et donc, voilà, il va falloir discuter d'urgence de ce mode de financement. On parle de montants très importants, à 27 milliards d'euros. Je vous signale tout de même que c'est le budget le plus important de l'État. On dépense tout de même dans notre pays plus pour la santé que pour l'armée. Et désolé s'il y a des militaires qui m'écoutent. Alors, quelle technologie pour demain? Je vais vous donner ici quelques exemples. C'est une liste sans fin. L'année en 2012, le secteur des technologies médicales a introduit en Europe, pour l'ensemble des pays des États membres, 12 452 demandes, dépôts de brevets. 12 452. Au niveau des médicaments, un peu plus de 5 000 pour la même année. Le chiffre augmente chaque année. Et tout ça se répercute plus ou moins et se traduit en réalité de produits accessibles pour les patients. Pas tous. Certains disparaissent parce qu'ils ne répondent pas aux critères, parce que scientifiquement, il n'y a pas les preuves suffisantes, parce qu'ils voilà, n'ont pas de valeur ajoutée, etc., pour toute une série de raisons. Et donc, c'est un mouvement permanent, extrêmement important. Et vous avez ici un exemple qui est l'implant rétinien. L'implant rétinien est un implant donc, qui agit, qui remplace la rétine, qui peut remplacer la rétine. Ce produit existe. Il est en phase de test chez des aveugles. Et donc, cet implant rétinien qui a déjà été implanté permet à des aveugles de voir. Ils ne voient pas comme vous, comme moi. Donc, la distinction des couleurs n'est pas encore celle que nous avons. L'acuité visuelle n'est pas non plus celle que nous avons. Mais bon, entre ne rien voir du tout et voir tout de même quelque chose, je pense que le choix est vite fait. Voilà un exemple de technologie dont on ne parle pas encore, mais qui existe et qui est en phase de test. Alors les lésions de la moelle, tout le monde en a déjà entendu parler. Les lésions de la moelle, voilà, on devient quadriplégique, on ne sait plus bouger. Mais le cerveau, lui, continue à fonctionner. Le cerveau continue à émettre des ondes. Et donc, on a réussi maintenant à développer, on capte ces ondes, et on les envoie vers ce qu'on appelle un exosquelette. Donc c'est, si vous voulez, un squelette extérieur, articulé. Et ces ondes sont envoyées vers les différents, au niveau correspondant aux articulations, et permet à un quadriplégique de se mettre debout et de marcher. Ok, on rentre là vers l'être humain qui devient un robot, jusqu'où allons-nous aller, etc. Mais bon, c'est une évolution technologique. Ça permet à ces gens de se déplacer relativement facilement. Vous avez aussi maintenant, pour ces mêmes quadriplégiques, des chaises roulantes avec un petit ordinateur, avec un petit manche qu'ils peuvent guider avec leur menton et qui leur permet de se déplacer en rue, à condition de pouvoir monter et descendre des escaliers, évidemment, des trottoirs qui ne sont pas toujours adaptés pour cela. Mais ils ont aussi un petit GPS qui leur permet de s'orienter au cas où ils iraient relativement loin. Et comme ils n'ont pas toujours la possibilité de s'exprimer et de demander leur chemin, voilà, ils peuvent le retrouver. Tout ça fait partie de cette évolution. La question est, est-ce que ce genre de technologie va rester
dans notre pays en tout cas, sous la responsabilité de l'INAMI, ou bien va-t-on considérer que tout cela peut se retrouver au niveau des régions? Aucun souci avec ça. Personnellement, moi, j'ai aucun souci. Mais la condition sine qua non est qu'il y ait à tous ces endroits les gens qui ont les compétences et les connaissances nécessaires et minimales et suffisantes pour pouvoir juger de l'opportunité ou non de prendre ce type de produit en charge, bien entendu. Les prothèses pour le sport, je vais faire référence ici à un exemple tristement connu et dont on parle beaucoup dans la presse actuellement et qui habite en Afrique du Sud et qui a tout de même avec ses prothèses participé à des compétitions d'athlétisme avec des gens, des êtres humains, des sportifs qui n'ont pas de prothèse, et il a tout de même été plus que compétitif, à ce niveau-là en tout cas. Je rappelle que la prothèse, c'est un élément qui remplace un segment d'un membre. Okay, on parle souvent d'une prothèse de hanche, c'est faux. Une prothèse de hanche, c'est un implant de hanche. On remplace la hanche et cet implant reste pendant plusieurs années. Une prothèse, c'est visible à l'œil nu, à l'extérieur du corps. Là aussi, grâce aux évolutions des matières premières utilisées, grâce à tout ce travail interactif que nous avons avec les ingénieurs, nous sommes un secteur qui travaille d'abord avec des ingénieurs spécialisés en biomédecine. Et puis, les médecins interviennent pour voir dans quelle mesure ça peut éventuellement être repris dans le cadre des soins de santé. Donc ça a très fort étonné les universités quand je les ai rencontrés pour voir comment on pouvait plus interagir au niveau de la recherche et du développement. Quand je leur ai dit que nous, les médecins, ça ne nous intéressait pas au départ. Vous êtes dans les soins de santé, monsieur, et les médecins, ça ne vous intéresse pas. Non, nous, c'est d'abord les technologies, ce sont les matières premières, c'est la résistance des matériaux, la compatibilité des matériaux, l'usure des matériaux, le remplacement du matériel, etc. Ce sont ces gens-là qui trouvent les solutions pour nous aujourd'hui et de plus en plus à l'avenir. Vous pouvez savoir que toutes les universités en Belgique font de la recherche et développement en dispositifs médicaux. Et qu'à l'heure actuelle, il n'y a quasi personne qui parle de cela. Les universités investissent en coût direct 40 millions d'euros environ. 40 millions d'euros, c'est tout de même pas rien. Ça pourrait être beaucoup plus, évidemment, il n'y a pas nécessairement de limite à ce niveau-là. 40 millions d'euros par an. Résultat, personne n'en parle et plusieurs de ces technologies n'aboutissent pas vers le corps médical. Les chips sous la peau, je vous en ai déjà parlé. Le remplacement d'organes, on en parle de plus en plus aussi. Ok, ce n'est pas encore tout à fait au point. Ok, le patient qui s'est vu implanter un cœur artificiel n'a vécu que 7 semaines. C'est vrai. Hein, on pourrait dire, pourquoi faire tout ça? Je pense que dans certains cas, certaines pathologies, si on arrive à remplacer effectivement le cœur de certains et permettre à certains de vivre tout de même pendant X nombre d'années, je pense à certains patients plus jeunes qui ont des pathologies particulières au niveau du cœur, si on peut les aider avec ça, pourquoi pas? C'est la même chose avec d'autres organes, donc c'est aussi, en dehors de la neurochirurgie, le développement et le remplacement d'organes est aussi quelque chose qui est dans le pipeline des chercheurs. Et puis la dernière génération de pacemakers, vous avez peut-être lu ça dans les journaux, dans la presse grand public, c'est paru. Et ce sont maintenant, on implante un pacemaker en 40 secondes aujourd'hui. Et on fait une entaille, une incision à hauteur du cœur qui est refermée, non plus avec des fils, mais avec 2 strips. Il n'y a plus d'électrodes. Il y a une pile en lithium qui fonctionne pendant 3 ans, garantie 3 ans, en fait elle fonctionne plus longtemps. Et c'est un pacemaker qui envoie en ligne tous les renseignements concernant le cœur du patient qui a eu cet implant. Alors le premier implant a été implanté en Suisse en 1958. C'est un petit peu comme le premier GSM dans les années 90, quand on mettait un GSM dans la poche intérieure de son veston. On pouvait voir qui avait un GSM dans la poche intérieure de son veston parce que son veston était toujours de travers à cause du poids de l'appareil. Quand il le sortait, il le tenait à 2 mains tellement il était grand et ça servait à téléphoner. Point. Quand on voit ce que c'est devenu aujourd'hui, 30 ans plus tard, eh bien, le pacemaker, c'est un petit peu la même chose. J'ai eu l'occasion d'avoir en main un pacemaker première génération 1958. Ceux qui portaient un pacemaker à l'époque, eh bien, on voyait une bosse en dessous de la peau. Voilà, le pacemaker était là, visible. On pouvait le pincer entre ses doigts au travers de la peau. Aujourd'hui, c'est tout fin, tout petit, 40 secondes pour l'implanter, plus d'électrodes et ça fonctionne tout aussi bien qu'avant avec ce suivi à distance.
Alors, qu'est-ce que tout ça va générer comme impact sur le fonctionnement du secteur, au niveau administratif, entre autres? Vous vous souvenez qu'il y a un peu plus de 2 ans, il y a eu le fameux scandale des implants mammaires PIP. Hein, tous les journaux télévisés, en premier titre, on parlait de ce scandale, à juste titre. Je tiens tout de même à le préciser, c'est un scandale lié à une fraude. Donc, c'était une société, pour mettre les choses bien clairement au point, parce que ça n'a pas paru dans la presse. Donc, il s'agit d'une société établie en France, qui a été contrôlée par les instances habituelles légalement obligatoires, et qui avait 2 unités de production. Une qu'il a laissé contrôler et une qui était quelques rues plus loin, qu'il n'a jamais montrée. Et le personnel était sous contrainte, travaillait dans cette entreprise. Le gel utilisé était un gel industriel, a été vendu par cette personne à n'importe qui. Et donc les PIP, les prothèses mammaires qui sont arrivées ici en Belgique, sont arrivées par le canal de la Hollande. C'est un fleuriste hollandais. Vous avez bien entendu ce que je vous ai dit. Un fleuriste hollandais qui est arrivé à la conclusion que vendre des fleurs, ça ne rapportait plus tellement. Par contre, il y a une société dans le sud de la France qui vend des implants mammaires à n'importe qui, a pris sa voiture, est allé là-bas, a rempli son coffre et l'intérieur de sa voiture de carton, est revenu en Hollande et a commencé à vendre les implants mammaires en Hollande. Il s'est rendu compte du succès que ça avait dans les hôpitaux. Pas uniquement dans les cliniques esthétiques, il y en a eu quelques-uns aussi ailleurs. Et il s'est dit, on est dans le Benelux, donc si ça marche en Hollande, ça va marcher en Belgique aussi. Et donc avec la même voiture, il est venu ici et il a commencé à vendre son produit ici en Belgique. Tout ça n'était pas contrôlable parce que dès le départ, c'était frauduleux, jusqu'au moment où le scandale a éclaté. Eh bien, théoriquement et pratiquement, le secteur est contrôlé par ce que l'on appelle des notified bodies, donc des organismes notifiés qui accordent ou non le marquage CE et qui permet ou non de vendre le produit librement dans la communauté européenne. Les notified bodies aujourd'hui ne travaillent pas bien. Tout le monde en est conscient et nous les premiers. Il y en a beaucoup de trop et ils ne travaillent pas tous sur base des mêmes critères. La Commission européenne est occupée à revoir les directives européennes. J'ai appris hier que la Commission va faire et le Parlement européen va résoudre tout cela. Il va présenter un dossier finalisé avant les élections du mois de mai. Et donc, il va y avoir effectivement une nouvelle directive et notamment un renforcement du contrôle des notified bodies, une diminution du nombre de notified bodies. Et ils vont être tous obligés de faire des reporting vers une même entité, vers un même organisme responsable. Et ils vont tous devoir travailler sur base des mêmes critères, qu'on soit en Europe occidentale, centrale ou de l'Est. Ce ne sera plus différent, ce qui est encore le cas aujourd'hui au sein de certains pays. UDI, c'est Unique Device Identification. Ça va être une révolution pour le secteur. Ça veut dire que, et ce système est déjà en place aux États-Unis, a été testé aux États-Unis, va être en test dans notre pays dans les prochains jours, c'est un code barre par article utilisé dans le monde entier. Donc, et les pays asiatiques, et les États-Unis, et l'Amérique en général, nord et sud, et l'Europe se sont mis d'accord, tous les trois se sont mis d'accord pour utiliser un seul code barre par article, quelle que soit la taille de l'article, et d'avoir ce code barre jusque sur le produit, dans la mesure où c'est possible, évidemment. Vous pouvez imaginer que mettre un code barre sur une lentille oculaire, c'est un petit peu plus compliqué si on veut encore continuer à voir correctement après. Mais bon, voilà, toutes ces technologies sont possibles, tout ça existe, tout ça est occupé à se mettre en place. Ça va permettre d'avoir une traçabilité totale. Depuis le fabricant, le distributeur, l'hôpital qui achète, les utilisateurs en interne, tout ça va être tracé jusqu'au patient, jusqu'au dossier du patient. Il existe aujourd'hui ce qu'on appelle les armoires intelligentes qui s'installent progressivement dans certains hôpitaux. Donc ça veut dire que je suis porteur d'un émetteur-récepteur qui est connu. Je vais dans un couloir, il y a une armoire avec émetteur-récepteur. J'ouvre l'armoire, l'armoire enregistre mon numéro et c'est exactement qui, à quelle heure et quel produit a été pris et automatiquement rentre dans cette chaîne et donc est détecté par tous ceux qui ont des récepteurs émetteurs jusqu'au niveau du patient. La dernière difficulté technique qui existe aujourd'hui, c'est de rendre tout cela applicable et utilisable dans le bloc opératoire
vu tous les appareils qu'il y a ici aujourd'hui dans les blocs opératoires, les interférences pourraient faire que, voilà, on perturbe certains appareils qui sont en cours de fonctionnement, ou l'enregistrement de la traçabilité n'est plus correct. Et donc on va aller jusque-là. Ces systèmes, encore une fois, existent. Il y a un hôpital en Belgique qui est installé d'armoires intelligentes déjà aujourd'hui, et donc où la traçabilité existe depuis le début jusqu'au niveau du patient. C'est tout de même non négligeable comme progression. EUDAMED, c'est lié à l'UDI, au Unique Device Identification. C'est en fait une plateforme informatique où tous les acteurs, les autorités compétentes, donc l'administration, les autorités politiques, les entreprises vont être obligés de mettre tous les renseignements qui les concernent et tous les renseignements qu'ils possèdent par rapport aux technologies. Et cette banque de données va être accessible à tous les acteurs professionnels de la santé. Donc ça va devenir une énorme banque de données. On est au stade EUDAMED 3. Donc EUDAMED existe. Les entreprises sont occupées à mettre les informations, les autorités également. Donc ça va être vraiment la banque de données de référence qui va être la banque de données de référence aussi pour l'application du UDI ici en Europe. Donc voilà, je pense que lorsque tout ça sera installé, ça va tout de même sécuriser énormément les choses. Ça va éliminer tous les cow-boys ou les candidats cow-boys qui existent encore sur le marché aujourd'hui parce qu'ils vont être repérés, repérables. Si je ne mets pas un code barre sur mon produit, eh bien l'hôpital n'aura plus l'autorisation légale de pouvoir acheter un tel produit. Et donc, automatiquement, ces gens seront éliminés du marché. Donc, je pense qu'au niveau des patients, c'est tout de même une sécurité supplémentaire énorme qui leur sera offerte. La matériovigilance, c'est la traçabilité de tous ces matériaux, de tout ce matériel électrique et électronique. À partir du 1er janvier 2015, il y a un arrêté royal qui va prévoir l'obligation pour tous les appareils avec rayonnement d'être tracés dans l'ensemble des hôpitaux en Belgique. Et je voudrais la transparence vers les patients, bien entendu. C'est lié à l'UDI, c'est lié à EUDAMED. Tout le monde aura un accès beaucoup plus facile, beaucoup plus direct vers toutes ces informations. Je vais terminer par 3 photos qui sont assez symboliques du secteur des technologies médicales. Cette photo, c'est un bloc opératoire des années 80. Ceux qui s'en souviennent, c'était encore le temps où il y avait les négatoscopes, hein, une boîte en bois avec des néons à l'intérieur, et on mettait la radio devant et on regardait attentivement pour voir ce qui s'était passé à l'intérieur. Et vous voyez qu'il y a énormément d'acteurs autour du patient. On ne voit pas le patient, tout le monde est penché au-dessus. Vous voyez aussi qu'il n'y a quasi pas de technologie autour. Ça, c'est le même endroit il y a 20 ans. Donc il y a les écrans, il y a les systèmes qui sont installés. Le médecin ne regarde pas nécessairement le patient, il regarde les écrans. On a introduit des cathéters, voilà, et vous voyez également toute cette technologie qui se trouve autour de ce patient. Et ça, c'est le bloc opératoire d'aujourd'hui. C'est la robotique. Donc il y a un chirurgien, il est là. Il est derrière un appareil, il est à distance du patient, il ne le regarde plus du tout, il ne s'en occupe plus. Vous voyez les câbles qui vont vers le patient et ce sont des bras articulés qui ont une précision supérieure à la précision de la main de l'être humain et qui fait toutes ces interventions à distance. Et vous voyez une personne, mais vous la devinez là-bas tout à fait dans le fond, c'est l'anesthésiste. L'anesthésiste qui lui aussi, tout est réglé automatiquement, tout est interconnecté. Et l'anesthésiste, il va d'un bloc opératoire, d'une salle du bloc opératoire à une autre, et donc gère à la limite 2 ou 3 patients en même temps. Ça, c'est le bloc opératoire d'aujourd'hui. Entre la première photo et la dernière photo, il y a une trentaine d'années d'écart. Et sur la dernière, il n'y a plus que des technologies médicales. Alors on peut débattre de ça pendant des années, pendant des heures. Est-ce que c'est une bonne chose d'évoluer dans ces directions-là? L'homme va devenir un robot, c'est catastrophique. Non, l'homme aura toujours une peau, aura toujours des tissus. Il y aura toujours du sang, il y aura toujours une intelligence, il y aura toujours une possibilité de réflexion, même si certains envisagent de remplacer le cerveau humain. Il y a des gens qui développent des ordinateurs qui permettraient de remplacer le cerveau humain. Où allons-nous? On verra bien, on en discute. Et croyez-moi, en tant qu'industrie, nous sommes aussi attentifs à l'éthique et respectueux de l'éthique et le respect de l'être humain. On fait nous aussi partie des soins de santé.
Voilà ce que je voulais vous expliquer ici aujourd'hui. Merci d'avoir été attentif. Merci d'avoir enregistré certains messages. Et peut-être qu'il y a l'une ou l'autre question. Si on a encore le temps, parce que je vois qu'il y a de plus en plus de monde derrière. On a encore 10 minutes, voilà. Parfait. Merci. Tout le monde est rassasié, ou bien tout le monde a faim et soif, ou bien tout le monde réfléchit à tout cet envahissement de technologies, dont vous en voyez peut-être ici quelques-unes, hein, je ne sais pas. Un exemple typique d'évolution de technologie au domicile du patient, c'est la dialyse rénale. La dialyse rénale, aujourd'hui, se fait à domicile, avec un appareil transportable, et le patient se dialyse lui-même la nuit. Donc le lendemain, a une vie sociale tout à fait normale, une vie sociale professionnelle tout à fait normale. La dialyse à l'hôpital, ben, voilà, tout le monde sait ce que c'est, le côté pénible que ça a, la fatigue que ça génère, le coût que ça génère. Une dialyse à domicile, c'est 40% moins cher qu'une dialyse à l'hôpital. Voilà, mais aujourd'hui, on dialyse beaucoup plus à l'hôpital qu'à domicile. Ça fait partie des débats que nous menons et les discussions que nous avons et qui rendent ce métier si passionnant. On va vous donner un micro parce qu'avec le bruit de la salle, je ne vous entendrai pas. Pour l'implant rétinien, c'est à l'essai ou bien ça se passe déjà dans certains hôpitaux? Non, c'est à l'essai. C'est à l'essai. C'est à l'essai. Mais ça existe et ça fonctionne. Il va encore falloir suivre toute une série de procédures administratives pour le rendre accessible partout. On n'en est pas là. Mais ça existe. Mais là, c'est la liste que je vous ai montrée. Je pouvais faire 50 slides avec 6 lignes ou 7 lignes par slide. Et je vous ai proposé de venir avec votre brosse à dents pour les hommes avec le rasoir et pour tout le monde avec un pyjama. Et on passait toute la nuit à discuter uniquement et à vous expliquer tout ce qui est dans le pipeline de toutes les entreprises. On ne m'a pas demandé de vous proposer ça, donc je ne l'ai pas fait. À tout hasard, j'ai pris un pyjama dans ma voiture, mais je l'ai laissé dans la voiture. Ok, je pense qu'on a fait le tour. Merci d'être venu. Bonne journée, bonne visite.